frappées par le régime iranien. Des missiles ont frappé deux villes, Dimona et Arad, dans le sud du pays, faisant près de 200 blessés et de lourds dégâts matériels. Benyamin Netanyahou a reconnu une soirée très difficile dans la bataille pour notre futur, dit-il. Il s'est rendu à Arad ce matin, sur les lieux de la frappe qui a touché cette ville. Regardez cette séquence qui montre le moment des frappes sur Dimona. Dimona, une ville stratégique qui abrite un centre de recherche nucléaire. L'attaque sous les yeux des habitants sidérés. Eh bien, partons sur place tout de suite, rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Rouget. Bonjour Nicolas, vous êtes à Haïfa, où vous nous rendez compte en direct depuis Israël, où ces deux frappes ont eu un retentissement particulièrement important. Oui, bien sûr. Alors, deux frappes, il faut rappeler qu'il n'y a eu que quatre impacts de missiles directs venus d'Iran depuis le début de cette guerre, il y a 23 jours maintenant. Et donc, deux dans la nuit dernière, dans ces deux villes à 30 km l'une de l'autre. Il y a des alertes qui retentissent même en ce moment dans la région de Dimona. Donc, on voit bien que c'est un endroit qui a été privilégié, une cible privilégiée pour les Iraniens. Pour l'instant, une enquête a été lancée. On ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'il y a eu ces deux impacts à très peu de distance et à très peu d'intervalle. Mais évidemment, c'est une pression maximale pour Benyamin Netanyahou. On a vu toutes les personnalités politiques du gouvernement de Netanyahou se rendre sur les lieux aujourd'hui pour dire évidemment au monde, voilà, vous voyez bien la menace qui frappe sur ces sites civils, mais aussi pour dire à sa population, nous sommes là, nous allons faire une enquête, nous allons tirer cela au clair. La dévastation est assez impressionnante, mais pour l'instant, pas de morts à décompter. Évidemment, pour les Israéliens, cela veut bien dire que le coût de cette guerre reste élevé malgré le bouclier antimissile. On a dit hier que la guerre était seulement à mi-chemin, 3 semaines encore de plus peut-être pour les Israéliens qui ne voient pas le bout du tunnel, alors qu'évidemment Israël continue de frapper très dur en Iran et au Nicolas Rouget, merci beaucoup, l'un de nos envoyés spéciaux, l'un de nos correspondants en Israël. Merci à vous pour vos reportages. Magali, ce qui s'est passé il y a donc quelques heures, on peut revoir peut-être les images qui montrent l'ampleur des dégâts, parce que cette guerre, elle dure depuis 23 jours, mais là, nous sommes à un moment très particulier où le bouclier de défense antiaérien israélien, qu'on surnomme le dôme de fer, n'a pas réussi à intercepter tous les missiles, parce qu'il y a un effet de saturation. Depuis le début de la guerre, c'est 400 missiles iraniens qui ont été lancés sur Israël. Et voilà les dégâts aujourd'hui à Dimona, dans le sud du pays, et aussi à Arad. Ça montre que Israël n'est pas infaillible. 400 missiles, vous le disiez, en effet, depuis le début de cette nouvelle campagne de frappe il y a 3 semaines, 92% interceptés. Ce sont les chiffres du porte-parole de l'armée israélienne. Donc ça montre que oui, en effet, le système de protection israélien n'est pas fiable à 100%. Mais on le savait, j'ai envie de dire. Mais là où il y a un choc dans la population israélienne, c'est que surtout dans cette partie du pays, les écoles devaient rouvrir. Donc il y avait une sensation quand même qu'un retour à la normale pouvait commencer à se mettre en place. Et les Iraniens signifient bien qu'il n'en est pas question. La question que l'on se pose beaucoup depuis le début de ces frappes, c'est combien de temps l'Iran peut tenir, quels sont véritablement ses stocks de missiles. Et là, on voit en effet qu'ils ont encore de quoi frapper Israël, d'aller plus loin que ce qu'on pensait avec cette frappe, cette tentative de frapper Diego Garcia, cette base américaine en plein cœur de l'océan Indien. Le porte-parole des gardiens de la Révolution disait il y a quelques jours, juste avant d'être éliminé par Israël, nous avons encore des surprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces images, d'une certaine manière, en attestent. Bon. Benyamin Netanyahou qui s'est rendu sur place, qui a pris au fond le monde à témoin, Rina, en disant, voyez bien qu'il faut maintenant nous aider en quelque sorte, encore davantage. Ceux qui ne sont pas dans la coalition avec les États-Unis, ils s'adressent aux Européens principalement.
il faut nous rejoindre, il faut continuer ce combat, mais joignez-vous à nous. Alors, que faut-il en comprendre? Bon, moi, je crois qu'il s'adresse à deux populations. Oui. D'abord, comme Magali a bien souligné, aux Israéliens, parce que ça fait maintenant 3 semaines et ça commence à être extrêmement lourd. Et après, c'est plutôt à l'opinion publique en Europe qu'aux dirigeants. Parce que côté dirigeant, on sait que la décision a été prise côté européen et côté monde occidental de ne pas intervenir militairement. Et le président Macron, par exemple, a répété plusieurs fois cette posture défensive et pas offensive. Donc, je ne crois pas vraiment que du côté du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il pense qu'il va réussir à convaincre les dirigeants européens d'intervenir. Par contre, l'opinion publique en Europe, ça c'est une autre chose. Là, il croit peut-être qu'il peut mener cette bataille pour expliquer, pour montrer, parce que les images sont extrêmement parlantes. On voit les dégâts. On voit presque 200 de blessés. On voit justement les fruits de cette agressivité iranienne et les ambitions iraniennes justement d'arriver au bout de ces menaces à anéantir l'Iran. Donc je crois qu'il va se focaliser son bataille sur ces champs-là, au moins gagner quelques points sur l'opinion publique. On a vu cette séquence avec le porte-parole de la diplomatie israélienne qui disait « Regardez ces dégâts, ça pourrait être à Berlin, ça pourrait être à Rome ». Et Benjamin Netanyahou, il prend à témoin, en effet, Rina Bassiste, l'opinion publique européenne et les dirigeants européens. Lui, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'il y ait une coalition internationale contre l'Iran qui rejoigne Israël et les États-Unis. Écoutez le moment où il s'adresse directement aux Européens. Ils ont tiré un missile intercontinental sur Diego Garcia. C'est 4000 km. J'ai pourtant averti. Ils ont la capacité d'atteindre l'Europe en profondeur. Ils ont déjà frappé l'Europe. Chypre. Ils mettent tout le monde en danger. Ils sont en train de bloquer une voie maritime internationale, le détroit d'Ormuz. Ils font chanter le monde entier. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin pour comprendre que ce régime menace le monde entier et qu'il doit être arrêté? Les États-Unis et Israël travaillent ensemble pour le bien du monde entier. Il est temps que les dirigeants des autres pays nous rejoignent. Marc? Oui, il joue sur les opinions, il espère influencer les opinions publiques. Ce qu'il faut voir, c'est que la réponse de l'Iran, depuis le début, a confirmé les pires appréhensions que l'on pouvait avoir vis-à-vis de l'Iran par rapport à son programme nucléaire, mais aussi par rapport à son programme balistique, qui avait été le grand oublié des négociations qui avaient porté au traité de 2015, qui avait mis le nucléaire sous tutelle, puis ensuite récusé par Trump lors de son premier mandat. Mais donc, l'Iran confirme les pires appréhensions, et on le voit dans cette logique d'escalade. Aujourd'hui, dans cette guerre, il y a une quinzaine, je crois que 16 pays plus ou moins directement impliqués dans cette guerre par les réponses de l'Iran, qui est dans une politique de fuite en avant. À l'escalade des États-Unis, répondent par l'escalade, avec cette idée de, voilà, on menace d'un embrasement régional. C'est d'une certaine façon une espèce de guérilla stratégique qui est en train de tout faire basculer. Le régime iranien s'est félicité de ces attaques dans un communiqué. L'ennemi a une fois de plus reçu une leçon inoubliable. L'attaque de missiles sur la région de Dimona a de nouveau envoyé un message clair. Aucune zone n'est à l'abri de missiles iraniens. Emmanuel Véron, quand on voit la carte, alors c'est le communiqué de presse de l'agence Tasnim, aucune zone n'est à l'abri des missiles iraniens, c'est valable pour Israël, mais on voit que l'Europe également est à portée de tirs de missiles iraniens. L'Europe, une large partie du bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, puisque en fait le cercle pourrait s'élargir et s'étendre à des capitales comme Paris, voire Londres, du fait du rayon, de la portée de ces fameux missiles iraniens. Mais rappelons une chose, c'est que si l'Iran a largement travaillé sur le développement de tout son système balistique, c'est ce qu'évoquait Marc à l'instant, et nucléaire, malgré les sanctions, etc., dans un cadre international avec une coopération russe, des éléments chinois, des éléments d'ingénierie et missiles nord-coréens, etc., leur capacité n'est pas en mesure, contrairement à ce que le régime dit, de taper à 10 000 km, de taper à 4 000, 5 000 km. Il y a bien évidemment des stocks de missiles qui sont
très important, on le voit, c'est la guerre, etc. Il y a 400 missiles sur Israël, plusieurs en direction de la Turquie, etc., plusieurs en direction des monarchies du Golfe, et il y a sûrement encore beaucoup de stocks, ce qui fait que la guerre va durer encore des semaines, voire des mois. Le sujet est que les missiles qui ont été lancés en direction des pays martiens ne sont pas avec une charge militaire, donc ce qui fait que le dispositif n'est pas tout à fait celui d'un missile balistique ayant la portée supposée de 4000 ou 4500 km. Et deuxièmement, c'est que les lanceurs utilisés pour propulser, pour envoyer ces missiles ne sont pas des lanceurs classiques dédiés à ce type de missile, mais plutôt des lanceurs spatiaux pour un tout autre usage. Ce qui fait que dans les faits, ces deux missiles n'auraient pas atteint leur cible et deux n'avaient pas de charge militaire. Ce qui veut dire, et j'en terminerai par là, qu'en fait il y a plus une portée politique, symbolique et informationnelle dans cet agissement, dans cette gesticulation militaire qui n'est pas à sous-estimer, mais qui cherche à décourager, à redonner du capital politique de la puissance militaire du régime iranien. Et tout à l'heure, on évoquait les déclarations de Netanyahou suite aux 2 frappes sur Dimona la nuit dernière en Israël. En fait, il y a véritablement une lutte sur les mots, une lutte sur une guerre informationnelle, dans le champ informationnel, sur l'image. Ce que va chercher le régime iranien, ils l'ont fait avec la déclaration, Marianne, que vous avez présentée, c'est de capitaliser sur les capacités iraniennes, de dire on est capable de taper un peu partout, et notamment le petit Satan, voire le grand Satan, Israël et les États-Unis. Mais il y a une réalité, Magali, qui concerne la capacité à frapper en termes de stock. Avant le début de la guerre Israël-Iran-États-Unis, l'Iran bénéficiait de 2500 missiles balistiques, 80 000 drones, 400 lanceurs de missiles solaires, 1100 canons anti-aériens. Donc ils ont encore les moyens de frapper, de mener cette guerre pendant encore plusieurs semaines. Oui, alors les chiffres que vous citez, ce sont des évaluations des services occidentaux. Alors, je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence parce qu'en fait, on ne sait pas exactement parce qu'en effet, l'Iran a certainement développé d'autres capacités et en effet, on voit aujourd'hui à quel point ils sont quand même capables, plus de 3 semaines après le début des frappes, de faire encore certains coups d'éclat à leurs yeux, évidemment. Et puis il y a un élément qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que au-delà de ces chiffres-là, ils continuent à produire des missiles et des drones, manifestement. D'ailleurs, hier, Israël est allé frapper, en tous les cas, ça a été la communication de l'armée israélienne, notamment une usine de fabrication de ces missiles près de Téhéran. Donc il y a aussi cette capacité-là qu'il faut avoir en tête quand on essaye de voir combien de stocks de missiles les Iraniens ont encore. Et puis, il y a ces stocks iraniens, et puis il y a la question de quels sont les stocks des pays du Golfe, quels sont les stocks israéliens pour se défendre. Parce que là, manifestement, il commence à y avoir certains problèmes au niveau des intercepteurs. Et ça aussi, c'est une menace, parce qu'on est dans une guerre de durée, et on voit que Téhéran, finalement, certainement aussi économise une partie de ses stocks pour pouvoir justement gagner cette bataille dans le temps. Avec cette asymétrie sur les intercepteurs, j'ai vu qu'un haut gradé ukrainien qui s'est rendu dans les pays du Golfe un peu en consultant, était très étonné de voir qu'on pouvait tirer 2, 3, 4 patriotes, chacun coûte $1 million, c'est ça, de dollars, pour intercepter un drone à $20 000. Oui, mais... Oui, mais quoi? Non, mais ils font quand même attention à cela. Maintenant, enfin justement, ils ont un peu les 3 semaines de recul, donc ils commencent à faire très attention justement aux intercepteurs utilisés. Pardon, quel est le prix d'une vie en fait? Effectivement, il y a une logique d'asymétrie, c'est-à-dire dans les moyens. Un système de défense, un système de missiles face à des systèmes qui sont moins sophistiqués, donc moins performants, mais qui occasionnent des dégâts. Mais quel est le prix d'une vie? C'est-à-dire que le coût et le choix politique et industriel côté israélien, américain, c'est effectivement de miser sur des systèmes qui sont performants. Il y a des trous dans la raquette, c'est évident, c'est comme ça, c'est la guerre. Aucun système n'est complètement infaillible. Et ça, 9 sur 10, ou 95%, ou 92% d'interception, etc. Mais le sujet qui est intéressant à observer, c'est que si vous ne mettez pas suffisamment de moyens sur la table pour avoir des systèmes performants, mais combien vous avez de pertes civiles?
de pertes matérielles, etc. Prenons simplement le scénario si Israël était moins protégé, avec une couche supplémentaire en moins, c'est-à-dire qu'un Iron Dome un peu poreux ou le système Arrow 3, 4 un peu plus poreux avec moins d'intercepteurs, etc. Mais ça serait des centaines de morts, ça serait un pays qui serait rasé, etc. Depuis bien longtemps. Donc il y a le coût politique et industriel qui est assumé face effectivement à des moyens, souvent de situations en sanctions, l'Iran sous sanctions, qui sont asymétriques, moins coûteux, moins sophistiqués, mais qui occasionnent effectivement un certain nombre de pertes, de destruction. L'autre grand enjeu aujourd'hui, c'est ce bras de fer. Ce bras de fer qui se joue entre Donald Trump d'un côté et le régime des mollahs de l'autre, puisque le président Trump a donné 48 heures à l'Iran pour libérer Hormuz. Eh bien, l'Iran, il franchit un cap supplémentaire en disant « Ah, vous voulez nous menacer ? Eh bien, regardez ce qu'on est prêt à faire. On est prêt à passer à l'échelon supérieur dans la guerre qui est déjà lancée contre les pays du Golfe. Téhéran pourrait intensifier l'escalade et élargir ses frappes aux infrastructures civiles vitales telles que les usines de dessalement d'eau qui permettent d'obtenir de l'eau potable. Partons au Qatar. Nos reporters, vous le savez, nos correspondants sont déployés partout à travers le monde, là où ce conflit se joue, pour vous faire vivre ce qui se passe sur le terrain en temps réel. Retrouvons Elisa Cléache et Arthur Grolet, nos envoyés spéciaux à Doha. Bonsoir Elisa. C'est une menace terrible qui pèse sur les pays du Golfe qui sont quasiment totalement dépendants de ces usines pour obtenir de l'eau potable. Oui, ça les inquiète particulièrement puisque ça aurait des conséquences considérables pour leur territoire, pour leur population. Lorsque Téhéran avait menacé puis frappé leurs installations gazières et pétrolières, certes ça avait touché le poumon de leur économie, mais ici en menaçant ces usines de dessalement, eh bien cela a un enjeu de santé publique sur les conditions sanitaires, sur l'alimentation de ces pays. Le Qatar, où on se trouve actuellement avec Arthur Grolet, dépend à plus de 99% de ces usines de dessalement pour nourrir leur population. Le Koweït, c'est quasiment 90%. L'Arabie Saoudite possède la plus grande capacité de dessalement au monde, donc on voit bien, ils craignent particulièrement cette menace, d'autant plus que Bahreïn avait déjà été touché par des drones iraniens sur une usine de dessalement, et ce, dès le début du conflit. On était à l'époque le dimanche 8 mars, donc ils s'y préparent à cette menace, notamment puisque ces sites de dessalement sont particulièrement protégés militairement, et puis ils essayent aussi de s'appuyer sur leurs réserves en eau potable, particulièrement ici au Qatar, qui possède les plus grandes réserves d'eau potable au monde. Elisa Cléache, merci beaucoup. Vous êtes avec Arthur Grolet, nos envoyés spéciaux au Qatar, à Doha précisément. Alors, quelles conséquences si jamais les Iraniens, effectivement, prenaient pour cible les usines de dessalement des pays du Golfe, des pétromonarchies arabes du Golfe? Parce que, pour que vous compreniez bien, Donald Trump les menace de frapper leurs usines électriques. Voilà, ça c'est une information importante qu'il faut avoir. Et ils disent, si vous faites ça, monsieur le président américain, eh ben nous, on va taper les usines de dessalement dans toutes les pétromonarchies. Il faut que vous preniez la mesure de ce que cela représenterait pour les pays du Golfe. Et pour prendre cette mesure, c'est Brandon Warred qui nous a rejoint. Bonjour Brandon. C'est un enjeu évidemment énorme pour toute la population, ces fameuses usines de dessalement. Bonsoir Marilyn, bonsoir David. Effectivement, vous l'avez dit, le Moyen-Orient, c'est l'une des régions les plus arides de la planète, où la disponibilité de l'eau, écoutez bien, est 10 fois inférieure à la moyenne mondiale. Donc forcément, ces infrastructures qui vont récupérer cette eau de mer pour la transformer en eau potable sont essentielles pour cette population de cette péninsule arabique. On estime à 400 le nombre de ces installations dans cette région, et un chiffre qui donne le ton pour vous parler de cette importance de cette eau potable pour la population. 90% de cette eau est produite grâce à ces usines, grâce à ces infrastructures. On va regarder en détail ces pays qui sont dépendants de ces usines. Vous le voyez, les Émirats arabes unis pour 42%, le Koweït 90%. Imaginez l'Arabie saoudite aussi, on peut citer notamment Oman, des chiffres importants notamment. Alors, il y a un autre chiffre qui donne le ton et qui aussi explique la situation en ce moment. 60 millions au total, un peu moins de la population française. C'est cette population dépendante quasi totalement à cette usine pour avoir de l'eau potable. Si on élargit notre spectre, on peut même aller jusqu'à 150 millions, 300 millions d'habitants au total, en incluant notamment l'Afrique du Nord ou encore Israël. 5 jours
5 jours, David, Marie-Aline, c'est le temps durant lequel ces pays de cette péninsule pourraient fonctionner, selon les spécialistes, sans ces usines de dessalement. Alors, ce n'est pas la première fois que ces usines sont menacées de frappe par des ennemis. L'exemple le plus éloquent, le plus ancien sans doute, 1991, en pleine guerre du Golfe, l'armée irakienne de Saddam Hussein s'en prend à ces installations koweïtiennes. Autre exemple aussi plus récent, 2019-2022, les rebelles houthis du Yémen, là aussi, attaquent des installations saoudiennes grâce à des drones et grâce à des missiles. Si on regarde du côté de l'Iran, on est beaucoup moins tributaire, vous l'imaginez, que les voisins du pays du Golfe, parce qu'on va puiser majoritairement l'eau depuis les rivières, depuis des réservoirs ou depuis ces eaux souterraines. Pour terminer, je voudrais vous remontrer cette carte, voilà, qui donne un aperçu. Vous le constatez. Elle parle d'elle-même, ces installations se situent le long de la côte de ce golfe Persique. Vous allez me dire, c'est normal, c'est essentiel pour puiser rapidement cette eau et la transformer en eau potable. Mais aussi, à la différence de ces installations militaires, eh bien, ces sites sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus exposés aux violences ennemies. Merci beaucoup, Brandon. C'est passionnant, hein. J'ai absolument compris, grâce à vous, cartes et images à l'appui, l'enjeu de cette guerre qui est prête à lancer le régime iranien. Magali Barthès, on est dans une séquence particulièrement tendue. Est-ce que le gouvernement iranien osera aller jusqu'au bout? On en est encore au stade de la menace. Oui, on en est encore au stade de la menace, mais c'est vrai que c'est quand même une arme, on le voit, qui serait absolument dévastatrice pour ces pays, qui provoquerait une crise sanitaire absolument horrible pour les habitants de ces pétromonarchies. Est-ce que les Iraniens pourraient aller jusque-là? Ça va dépendre aussi de l'ultimatum qui a été fixé par Donald Trump, parce que cette menace sur les usines de dessalement, en effet, comme vous le disiez, c'est finalement la réponse des mollahs à cet ultimatum de Trump. Ça se termine quand, d'ailleurs, les 48 heures de Trump? Ça fait demain soir. Demain soir. Donc Donald Trump fixe cet ultimatum. Si demain soir, le détroit d'Ormuz n'est pas libéré, on a quand même sérieux doute, et bien alors les États-Unis se donneraient le droit d'aller frapper les installations, les infrastructures en effet énergétiques. Ils disent l'inverse, les Iraniens. Ils disent on va le fermer complètement. C'était aussi la réaction. De fait, c'est le problème des ultimatums, c'est piégeux. C'est-à-dire une fois que vous avez fait un ultimatum, vous êtes mis une ligne rouge, vous êtes obligé après de faire quelque chose. Donc qu'est-ce qui va se passer demain soir? Mais il va taper et là, les menaces iraniennes de s'en prendre aux usines de dessalement et non plus. Alors, les Américains déjà à détruire les centres énergétiques iraniens, terrible. Alors qu'ils enguirlandaient alors que justement ils reprochent à Poutine et dénoncent Poutine pour ce qu'il fait en Ukraine et critiquent les Israéliens quand ils ont fait de tels bombardements. L'eau, c'est encore pire, parce que ça ne frappe plus au portefeuille, c'est la survie même de ces millions d'habitants qui vivent autour du golfe Persique qui est en jeu. Donc, il pourrait tenir 5 jours, 5 jours sans ces usines. Il y a quand même quelque chose, c'est que l'Iran, on parlait d'ailleurs avec Rina, n'est pas en si bonne posture que ça du point de vue hydrique. Alors eux, effectivement, ils ont des rivières, etc. Mais là, il y a une sécheresse, c'est énorme. Comme là en Turquie, comme c'est toute la zone. Jamais voilà. Et donc les réservoirs sont à vide. Il y avait déjà eu des cris d'alarme avant même que ne débute la guerre. Donc effectivement, les Iraniens rentreraient là dans un jeu extrêmement dangereux. Mais pour conclure, si réellement ils font ça, la position des États du Golfe, qui est strictement défensive, devient impossible. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont les seuls qui ont un outil militaire dont l'efficacité n'est pas extraordinaire, mais qui existe néanmoins, devraient quitter leur posture défensive et rentrer eux-mêmes dans le conflit. Ce qui ne changerait pas grand-chose. Les Américains et les Israéliens n'ont pas besoin de renfort sur le plan militaire. Ils ont déjà la superpuissance. Non, mais c'est symboliquement important avec des... C'est symboliquement important. Rina Bassista. Oui, il faut dire que les Américains, ils ont encore quelques autres outils qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, un outil qu'ils ne voulaient pas utiliser pour l'instant, c'est tous les bateaux, justement, avec pétrole iranien qui partent vers la Chine. Oui. Donc là, bien sûr, les Américains, ils ne veulent pas entrer dans une face-à-face avec la Chine, mais ça peut être un moyen, disons, moins destructif qu'entrer dans une guerre où on coupe les Iraniens d'électricité, ce qui va entraîner une catastrophe humanitaire.
par exemple. Il y a aussi d'autres moyens financiers, parce qu'il ne faut pas oublier que les gardiens de la révolution, ils ont encore beaucoup d'argent dans les banques émiraties et d'autres banques de pays de Golfe, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser justement toutes les banques européennes du monde occidental. Là aussi, pour l'instant, ces robinets n'étaient pas coupés à voir. Les Émirats ramassent des shahed sur la figure toute la journée. Et les mollahs ont toujours leur application bancaire pour aller tirer de l'argent. Et les gardiens de la Révolution, surtout. Les gardiens de la Révolution. Parce que c'était eux les grands Non, mais ça, interfaces c'est quand même quelque chose qui mérite d'être pointé. Vous dites, pour l'instant, pas de problème. Les gardiens de la Révolution font des virements bancaires, ça me paraît quand même surprenant. C'est sûrement pas si simple que ça. Mais il n'y a pas les grandes sanctions comme on a en Europe, où c'est complètement coupé. Il n'y a plus de relation, normalement, entre les banques européennes et les banques en Iran. Ça fait quelques années. Emmanuel Véron, sur cette guerre de l'eau que l'Iran est prêt à déclencher avec les pays du Golfe qui se retrouvent en première ligne, victime collatérale de l'ultimatum fixé par Donald Trump à l'Iran. C'est un levier supplémentaire dans cette logique asymétrique. C'est-à-dire qu'on l'évoquait précédemment. En fait, les moyens de l'Iran, militaires, j'entends, mais aussi d'ailleurs financiers, puisque l'histoire des flux financiers via Dubaï sont un vrai sujet. Mais sur les moyens militaires, les Israéliens et les Américains en ont détruit beaucoup de lanceurs, beaucoup de missiles, etc. Donc c'est la question de qu'est-ce que le régime iranien peut actionner comme levier pour impacter son adversaire, à savoir Israël, à savoir les États-Unis, etc. Donc les sites industriels. Mais avant qu'on ait ces déclarations, il y a déjà eu plusieurs vecteurs qui ont tapé ces sites industriels de dessalement dans le Golfe, notamment, me semble-t-il, au Bahreïn. Il faut regarder au Qatar, oui, et puis surtout au Koweït. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ça dans la liste des options. Ce qu'il a, le message des Iraniens, c'est de dire on va augmenter significativement la dose pour véritablement impliquer davantage les monarchies du Golfe dans les parties prenantes d'un embrasement potentiel du Moyen-Orient. C'est ça le sujet, et donc de miser sur des industries qui vont impliquer des populations civiles, qui vont impliquer les activités économiques, donc bref, l'embrasement généralisé par levier, par secteur, par domaine, qui va impliquer plus que Israël, États-Unis et Iran dans le conflit au Moyen-Orient. Je vous signale quand même la déclaration, là, il y a une heure, du fils du dernier Shah d'Iran, qui est donc l'une des figures de l'opposition iranienne, Reza Pahlavi, en exil, qui interpelle justement Donald Trump et les Israéliens, et qui dit donc au président américain et à Netanyahou de continuer à prendre pour cible le régime et son appareil de répression, oui, mais tout en épargnant les infrastructures civiles dont le pays aura besoin pour se reconstruire, et de ne pas faire souffrir la population civile. C'est dire si cet ultimatum quand même de Donald Trump va sur un terrain où même les opposants qui soutiennent cette intervention américaine ont quand même de sérieux doutes. Rappelons en quoi consiste l'ultimatum du président américain. Donald Trump menace l'Iran de représailles si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert à la circulation maritime d'ici 48 heures. Autrement dit, si l'on compte, c'est d'ici demain soir. Regardons les mots précisément de Donald Trump. Si l'Iran n'ouvre pas complètement sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures suivant cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront ces différentes centrales électriques, en commençant par la plus importante. C'est un cran qui, jusqu'ici, il n'avait jamais franchi dans la menace. Vous qui connaissez bien les États-Unis, Magali, vous avez même suivi la campagne électorale, je me souviens de Trump, la dernière. Est-ce qu'il s'est mis dans une situation, au fond, dont il ne sait pas comment trouver la porte de sortie ? Ça donne quand même un petit peu cette impression. On sent une frustration, une colère de Donald Trump. Alors, sur cette question du détroit d'Ormuz, qui est en train de faire monter quand même le prix, évidemment, du pétrole à la pompe aux États-Unis, on le sent frustré, exaspéré que d'autres pays, notamment les pays européens, ne viennent pas lui prêter main forte. Et maintenant, on a l'impression qu'il fixe des ultimatums, mais sans peut-être avoir pris toute la portée. Parce qu'une fois qu'on fixe un ultimatum, après,
après, il faut quand même agir. C'est le principe, en effet, de la ligne rouge. Eh bien justement, partons aux États-Unis retrouver Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour TF1 LCI. Bonsoir Sonia. Donald Trump donne donc 48 heures à l'Iran pour débloquer Hormuz. Oui, parce que ce détroit d'Ormuz est devenu un véritable casse-tête pour Donald Trump qui perd patience et donc met de nouveau la pression sur l'Iran avec cet ultimatum. Donald Trump qui avait pourtant déclaré vendredi soir que les États-Unis étaient proches d'atteindre leurs objectifs et qu'ils pensaient donc réduire leurs opérations militaires dans la région. Alors il y a peu de temps, son secrétaire au Trésor a été interrogé sur la stratégie du président concernant la guerre en Iran et Scott Bessent a notamment déclaré parfois il faut qu'il y ait une escalade pour ensuite permettre une désescalade. C'est aussi parce que Donald Trump veut aller vite, il veut débloquer la situation et il est pressé par une partie de son opinion publique mais aussi par des conseillers pour que cette guerre ne dure pas trop longtemps. On a notamment eu des informations ce week-end selon Axios que dans son administration certains avaient commencé à discuter d'éventuels pourparlers de paix. Donald Trump lui a déclaré hier soir sur son réseau social Truth que les Iraniens voulaient un accord mais que lui n'en voulait pas. We started out like a movie scene. Fast words, loud dreams, 17.